Clément, merci à tant d'autres que je ne peux pas nommer par leur prénom. Merci à vous tous, merci d'avoir bravé la canicule. Vous êtes aujourd'hui, contrairement aux prévisions météorologiques, des milliers. Des milliers venus de toute la France, de l'outre-mer, de Mayotte, de la Réunion d'ailleurs. Vous êtes des milliers venus de toutes les fédérations, des milliers de militants, des milliers de sympathisants, des milliers aussi peut-être tout simplement de curieux. Mais surtout vous êtes des milliers de cœurs, des cœurs qui brûlent déjà pour la France. Et vous êtes aussi autant de courage qui sont prêts à s'enflammer pour notre nation, à s'enflammer pour la France. Mes chers amis, mes chers compagnons, je voudrais saluer un certain nombre de personnalités parmi vous, commencer par les parlementaires, ils sont nombreux. Aucun autre mouvement ne pourrait réunir aujourd'hui autant de parlementaires, députés et sénateurs. Saluer les élus locaux, j'ai tenu à mettre en avant, vous les avez entendus, un petit échantillon. Vous imaginez derrière. Et j'ai tenu à mettre en avant les élus locaux, nos maires, parce qu'ils sont notre fierté, ils sont notre avenir. Ils n'ont pas honte de leurs convictions. Voilà, ils sont vraiment notre mouvement. Merci à elles, merci à eux d'avoir donné de si belles victoires à la France et aussi à notre mouvement. Merci, infiniment merci. Et puis je saluer quelques personnalités parce que ça me tient à cœur et chaque personnalité qui est ici aujourd'hui est venue par conviction. Je voudrais vraiment les en remercier, à commencer par le président du Sénat, mon ami Gérard Larcher. Il est déjà président, Gérard Larcher. Il est déjà président, il le sera bientôt encore une nouvelle fois. Je voudrais saluer un ami qui est aussi notre président du Conseil national, ancien Premier ministre, j'ai eu l'honneur de service à ses côtés. Je veux nommer Michel Barnier. Merci Michel. Je veux vraiment spécialement saluer une personnalité qui est une fidèle, qui est une combattante. Ça me fait chaud au cœur qu'elle soit là aujourd'hui parmi nous. Je veux citer Valérie Pécresse. Permettez de saluer nos présidents de groupe. Voilà, Mathieu Darnaud, qui va succéder au Sénat. Chef de notre délégation française, LR, au Parlement européen, le courageux, le talentueux François. Dites-moi heureusement qu'on vous a fait voter parce que j'en serais jaloux sinon. Je voudrais saluer aussi un des rouages, il en faut, de notre mouvement. Il a une tâche bien souvent ingrate, l'un Roger Carucci à la Commission nationale d'investiture et l'autre secrétaire général de notre mouvement. Je veux citer Othman Nassour. Lui aussi. Et dans les personnalités politiques, il y en a un, je terminerai par son nom, parce que sa présence n'est pas fortuite, elle est importante pour moi parce qu'elle est un symbole. Et au-delà d'un symbole, c'est une amitié. Je veux citer François Baroin. Merci.
Fédération de Paris, Agnès. Et par une personnalité qui sort du champ politique, mais j'avais à cœur qu'il soit présent cet après-midi, parmi vous, parmi nous. Pour moi, il est un symbole, il est plus que désormais un symbole, puisque c'est devenu une légende. Je veux parler, bien sûr, de Boualem Sansal. Tu es devenu non seulement une légende, mais tu es pour nous tous un symbole. Tu portes l'étendard de la liberté des humains souvent opprimés, et tu es aussi la France va pouvoir se relever. Bientôt, les Français vont pouvoir redresser la tête. Bientôt, nous allons faire gagner la France. Oui, c'est possible. Et aujourd'hui, je vous le promets, comme je vous fais ce serment, de gagner en 2027. Oui, c'est possible. Une France plus forte, c'est possible. C'est possible. Des Français plus libres, c'est possible. Une société plus juste, plus fraternelle, c'est non seulement possible, mais c'est surtout nécessaire. Et puis, un peuple, un grand peuple, le peuple de France, plus fier, cela aussi c'est possible. Je vous en fais le serment, nous allons réaliser ensemble quelque chose de grand, quelque chose de simple aussi. Simple parce que ce sera essentiel, mais grand parce que cette chose-là va toucher à quelque chose aussi d'existentiel. Nous allons relever la France, nous allons remettre la France à l'endroit, mes amis. Oui, c'est possible. Je vous montrerai le chemin. Et ce chemin nous conduira à la victoire. Alors bien sûr, dans cette élection présidentielle, comme dans toutes les élections présidentielles, il y aura des combines, il y aura des manœuvres, des petites trahisons, des petits calculs. Mais il y aura aussi une énorme surprise. Cette énorme surprise, ce sera nous parce que nous allons gagner. Oui, nous allons gagner. Oui, nous allons gagner. Je n'ai pas terminé mon discours, hein, mes amis. Oui, nous allons gagner parce qu'il y a quelque chose de plus fort que ces manœuvres. Il y a vous,
il y a nous, et il y a ces millions de Français, ces millions de Français que chaque semaine je rencontre. Ces millions de Français qui nous font passer un message. Que nous disent-ils? Que ça va mal, que c'est devenu insupportable, qu'on ne peut plus tenir comme ça, que la France marche à l'envers. Oui, mes amis, chers compagnons, après 10 ans d'En Marche, plus rien ne marche. Regardez la justice. La justice, ça ne marche plus. Vous avez d'un côté le laxisme avec les émeutiers lors de la victoire du PSG, et de l'autre, cette effroyable réalité, se laisser aller, qui a coûté la vie à une jeune fille, à une jeune enfant, Liana, de seulement 11 ans. Les Français ont été stupéfaits, sidérés. Désormais, ils sont révoltés et ils demandent des comptes. Et nous leur devons des comptes. La justice, ça ne marche plus. La santé, ça ne marche plus. Ça ne marche plus quand vous avez 6 millions de Français qui, dans nos quartiers, mais aussi dans la ruralité, n'ont plus de médecins traitants. Ça ne marche plus quand chaque semaine, dans chaque pharmacie de France, il y a des pénuries de médicaments. Ça ne marche plus quand on ne peut plus obtenir, en quelques semaines et même parfois en quelques mois, la notion, le rendez-vous avec le spécialiste qui peut vous sauver la vie. Et pendant ce temps-là, le prix des mutuelles augmente. Pendant ce temps-là, que constatent les Français? C'est que les étrangers en situation irrégulière, grâce à l'aide médicale d'État, eux, ont un remboursement à 100%. C'est devenu désormais incompréhensible pour tant de nos compatriotes. Et puis, il y a quelque chose qui ne marche plus non plus, c'est l'ascenseur social. Parce que désormais, le travail ne permet plus à beaucoup de Français de vivre, mais simplement de survivre. Parce que l'école est devenue, de tous les pays d'Europe, l'école la plus injuste. C'est celle qui désormais est une machine à fabriquer les injustices, parce que vous savez que c'est chez nous, en France malheureusement, où la réussite des enfants, des élèves, dépend le plus du niveau social des parents. Et ça, c'est intolérable. Et il y a quelque chose qui ne marche pas non plus. Ce sont ces belles paroles, ces beaux discours. Tout simplement parce que ces discours ne collent plus avec la réalité que voient les Français. Ils minimisent, ils relativisent, ils contournent cette réalité. Regardez, les émeutes au moment de la victoire du PSG, de simples débordements. Liana, simplement un dysfonctionnement, un raté quoi, simplement un raté. Non mes amis, aujourd'hui malheureusement la France a mal, et trop souvent la politique lui parle mal. Souvenez-vous de ces phrases définitives, les Français, ceux qui ne sont rien, Jojo le gilet jaune, et ces Français qui roulent en diesel et qui fument des clopes. Il y a pire, chers compagnons, oui, il y a pire que le déni de réalité. C'est cette condescendance, c'est ce mépris du peuple français. Eh bien, la vérité, c'est que si rien ne marche plus, c'est simplement que la politique marche de travers. Ça sert à quoi de faire voter une réforme des retraites et quelques années après de l'abandonner? Ça sert à quoi de dénoncer le pognon de dingue quand c'est pour verser dans le quoi qu'il en coûte et amonceler des centaines de milliards d'euros de dettes qui pèseront demain encore sur nos enfants et nos petits-enfants? Ça sert à quoi de fermer Fessenheim et de se réjouir il y a 48 heures à la télévision, de se réjouir justement du nucléaire? Ça sert à quoi tout cela, mes amis? Ça ne sert plus à rien, à rien. Ils pensent de travers, ils marchent de travers, et ils ont mis la France à l'envers. Eh bien moi, je vous propose demain, président de la République, de remettre la France à l'endroit. Nous allons remettre la France à l'endroit. Remettre la France à l'endroit, c'est d'abord rendre la parole au peuple. Rien ne peut advenir de bon en France sans le peuple français. Eh bien, l'engagement solennel que je prends devant vous et devant les Français cet après-midi, c'est de rendre la parole au peuple français. C'est de faire en sorte de mettre un terme
à la confiscation du pouvoir démocratique, de mettre un terme justement à ce malaise démocratique. Oui, je réviserai la Constitution de la France pour élargir les possibilités de recourir au référendum. Parce que, là encore, il y a quelque chose qui ne marche plus dans notre démocratie française. Bien sûr, il y a des élections. Bien sûr, il y a même eu des référendums. Mais quand les Français votent non, finalement, avec le traité de Lisbonne, ça a été oui. Dans ma région des Pays de la Loire, pour Notre-Dame-des-Landes, on a voté aussi avec un référendum. Ça a été oui et finalement, ça a été non. Et puis, dans notre démocratie parlementaire, il y a un Parlement, cher Gérard, il y a un Sénat. Il y a aussi une Assemblée nationale. Il y a des députés et des sénateurs qui votent les lois et qui, le plus souvent, sont censurés. La loi immigration, les 30 et quelques articles les plus fermes que nous avions votés, qui avaient été votés dans une très très large majorité, censurés. Regardez aussi avec une autre affaire, Philippines. Il y a un an, nous avions fait passer un texte, le texte est adopté, il a été censuré. Il y a aussi, l'été dernier, un autre texte qui voulait durcir la justice des mineurs parce que c'est nécessaire, absolument nécessaire. La loi est adoptée, là encore à une majorité. Et à nouveau, la loi a été censurée. Mes amis, bien souvent, quand je pointe du doigt ces dérives, on me sort le carton rouge. On me dit, mais Bruno Retailleau, vous allez mettre en cause l'état de droit. Certainement pas. Moi, je veux l'état de droit qui s'accorde avec la démocratie. Je vous pose une question. Est-ce que l'état de droit, c'est de faire dire au texte, et notamment à la Constitution française, ce qu'elle ne dit pas? Non. Est-ce que l'état de droit, c'est confondre les pouvoirs? Les juges qui deviennent auteurs, qui deviennent législateurs? Non. L'état de droit, c'est la séparation des pouvoirs. Est-ce que l'état de droit, c'est comme le disait Jacques Julliard, la démocratie sans le peuple? Non. L'état de droit trouve sa source, la source de la règle, c'est la souveraineté populaire, mes amis. Eh bien, je vous le promets, cette dépossession démocratique, nous y mettrons fin, nous réviserons la Constitution, l'article 11, pour que les Français puissent se saisir de leur destin, parce que c'est leur avenir, ça leur appartient. Voilà, c'est ce que je veux. Et demain, c'est vous qui choisirez, vous ne subirez plus, vous choisirez. Vous choisirez, par exemple, la politique migratoire que vous voulez. Parce qu'il y a un contresens. Citez-moi, depuis un demi-siècle, citez-moi un seul phénomène social qui ait autant bouleversé la société française sans que jamais les Français n'aient eu à en délibérer. C'est l'immigration. Je ne suis pas pour l'immigration zéro, il y a sans doute qu'en Corée du Nord que ça fonctionne. Mais ce que je veux, c'est que nous puissions choisir ceux que nous voulons accueillir. Parce que l'alternative... Parce que sinon, l'alternative, ce sera de nous faire déborder par des populations que nous ne choisirons pas, qui ont des codes et une culture brutalement, radicalement éloignés de la nôtre et qui surtout, désormais, ne veulent plus s'intégrer, s'assimiler à nos mœurs, à notre culture, à notre civilisation. Moi, je ne veux pas demain que des scènes comme celles que nous avons vues il y a quelques jours à Belfast, en Irlande, je ne veux pas les voir en France. Je ne veux pas de haine, je ne veux pas la violence, je ne veux pas de choc de civilisation. Ce que je veux, mes amis, chers compagnons, ce que je veux, c'est l'unité de toute notre nation. Demain, ce sera vous, ce sera les Françaises, les Français qui choisiront leur justice. Parce que la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Et donc il y a une logique que ce soit le peuple français qui détermine la politique pénale, judiciaire, qu'il souhaite voir appliquée dans tous nos territoires, bien évidemment. Mais là aussi, on a l'impression d'un système qui ne marche plus. Et il ne sert à rien d'ailleurs de désigner du doigt les magistrats. Parce que bien souvent, ce sont eux pour la partie
Et c'est la grande partie qui n'est pas politisée. Je ne parle pas du syndicat de la magistrature, mais pour l'immense majorité des magistrats, ce sont eux qui sont la victime de la complexité des procédures, de ces nullités qui permettent à la partie adverse souvent d'annuler des procédures et finalement à la justice de ne pas passer. Mes amis, la fermeté judiciaire, ça ne peut pas se résumer à des slogans. Ça ne peut pas simplement être une politique de fermeté judiciaire. Le slogan « tu casses et tu répares ». Évidemment que non. Parce que cette menace-là, c'est pour gronder les enfants qui ont fait des bêtises. Mais ça ne va pas effrayer les barbares auxquels nos policiers, nos gendarmes ont affaire. Et puis, il y a des choses qui ne se réparent pas. Il y a des vies qui sont volées à jamais, des existences qui ne seront plus. Et puis il y a des blessures psychologiques, physiques, qui ne se refermeront pas. Alors oui, mes amis, je vous le dis là encore de toute la force de mes convictions, les candidats, les candidates qui ne seront pas capables de mettre sur la table des propositions, des mesures radicales pour protéger notre jeunesse, notre enfance. Vous imaginez un enfant agressé sexuellement toutes les 3 minutes, 160 000 dans une année. C'est un scandale. Eh bien, ceux qui n'assumeront pas la radicalité des mesures ne méritent pas la confiance des Français. Ça suffit l'impunité pour des jeunes mineurs qui sont ultra violents. Ça suffit d'avoir créé en France un droit à l'inexécution des peines. Ça suffit, cet écart qui stupéfie les Français. Cet écart entre les peines prononcées et les peines qui seront réellement exécutées. Nous supprimerons le juge d'application des peines, bien sûr. Ça suffit de voir des pédocriminels extrêmement dangereux qui, même après une peine d'emprisonnement, conservent toute leur dangerosité parce qu'ils sont soumis à des pulsions irrépressibles et qui peuvent récidiver. Je propose la castration chimique sans leur consentement. Les amis, ensemble, nous voulons une justice qui soit intraitable, mais surtout nous voulons renouer le fil de la confiance entre nos magistrats, entre la justice française, entre la politique, mais aussi les concitoyens. Et ça suppose une justice qui soit une justice certes indépendante, mais d'abord impartiale. Les magistrats doivent appliquer la loi, y compris dans l'exercice syndical. Toute la loi, notamment l'ordonnance de décembre 1958, qui proscrit toute activité politique, toute délibération politique. Je veux aussi une justice qui soit une justice responsable. Aucun corps, c'est l'article 15 de la Déclaration du citoyen et des droits de l'homme. La société a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration. C'est ce que nous ferons en créant une cour disciplinaire, justement pour les magistrats qui auraient commis des fautes. Voilà la première condition, mes amis, mes chers compagnons. Si nous voulons demain remettre la France à l'endroit, eh bien, il faut redonner la parole au peuple français, parce qu'on ne peut pas, dans une démocratie, gouverner sans le peuple, et à plus forte raison, gouverner contre le peuple. Et puis, il y a une deuxième condition. Une deuxième condition qui est fondamentale pour moi, c'est remettre au cœur de notre système social, de notre modèle social, la justice. Vous voyez, j'ai une vision pour notre modèle social, pour notre société. Le chacun pour soi, ça n'est pas la société de demain que je veux. Je veux une société solidaire et non pas la foule solitaire. Le chacun pour soi, ça n'est pas la France, parce que la France, elle est solidaire. Parce que la France doit tendre une main secourable à ceux qui en ont besoin, pour peu qu'ils aient fait l'effort, pour peu qu'ils ne s'accrochent pas au système. Et il y a tant de choses qui nous irritent, tant de choses qui nous déchirent le cœur. Aujourd'hui, 12% des Français régulièrement vont dans des parkings, sur des parkings de supermarchés, parce qu'ils vont voir ce qu'ils peuvent récupérer dans des bennes. Vous vous rendez compte, 12% des Français. Des Français qui travaillent et qui ne peuvent pas accéder au logement et qui sont obligés de dormir dans leur voiture. C'est la France d'aujourd'hui. Des mamans solo.
Oui, des mamans solo qui élèvent leurs enfants avec beaucoup de courage, qui travaillent, et qui doivent se priver pour que leurs enfants mangent à leur faim à chaque repas. Ça, c'est intolérable, mes amis. Et ce qui est le plus intolérable, c'est de voir ce que les Français voient. Cette dépense sociale qui est la première au monde. Jamais on a dépensé autant et jamais il y a eu de pauvreté. Jamais il y a eu autant d'injustice. Où va l'argent? C'est ce que nous demandent nos compatriotes. Où va l'argent? Tant d'argent dépensé pour tant d'injustice. L'argent, il est détourné. Il est détourné parce qu'aujourd'hui, tout le système repose sur une immense injustice. On prend à ceux qui travaillent pour donner à ceux qui ne travaillent pas. 30% des Français qui travaillent soutiennent l'ensemble de notre modèle social. Ça ne peut plus tenir, parce qu'une fois de plus, la variable d'ajustement, la classe sociale qui est aujourd'hui sacrifiée, c'est la classe moyenne. C'est ça la vérité. Cette classe, aujourd'hui, qui a vu ses factures d'électricité exploser. Eh bien, j'ai présenté notre projet pour l'énergie, pour l'électricité, et nous serons capables, grâce notamment au nucléaire, en abandonnant toute idéologie, nous serons capables de redonner aux Français, écoutez-moi bien, l'équivalent de 2 mois de leur facture d'électricité. Cette France est classe moyenne qui a vu ses allocations familiales rabotées, d'abord par François Hollande, et ça s'est accéléré sous Emmanuel Macron. Eh bien, il nous faudra relever le défi d'une grande politique familiale. Nous créerons un revenu familial de 240 € par enfant, qui sera doublé au 3e enfant, avec une politique de logement, justement, qui permettra aux plus jeunes d'agrandir, d'accéder à la propriété, avec la déduction des intérêts d'emprunt. Et puis, bien sûr, le summum de l'injustice, c'est tous ces Français qui travaillent, qui voient que les charges pèsent tellement que l'écart n'a jamais été aussi important entre le salaire net et le salaire brut. C'est cet écart que je veux réduire. Nous allons le faire, nous le ferons simplement, et nous le ferons avec le zéro charge, c'est-à-dire qu'avec un peu plus de travail. Je ne tromperai pas les Français, je ne leur dirai pas, nous pouvons améliorer notre niveau de vie, notre pouvoir d'achat, sans travailler un peu plus. Et ce que je leur proposerai, c'est une société du travail gagnant. Là où avec un peu moins par jour, d'une demi-heure de travail supplémentaire, il y aura un 13e, voire même un 14e mois, parce qu'on amusera toutes les cotisations sociales pour l'entreprise. Ça sera du travail en moins, meilleure productivité, et ce sera surtout du pouvoir d'achat supplémentaire. Alors vous allez me dire, mais où va-t-on prendre cet argent? Certainement pas dans la poche de ceux qui tirent, si j'ose dire, qui ont de la peine à joindre les 2 bouts, mais à ceux qui tirent sur la corde. Moi, j'ai entendu Mme Sandrine Rousseau, je me souviens. Elle a raison quand elle proclame le droit à la paresse. Très bien. Chacun est libre. Et on assume. On vit de sa paresse. On ne vit pas, justement, au crochet de la société. Donc, la fusion du modèle social que nous avons, c'est un équilibre entre les droits et les devoirs. Sinon, ça ne marche pas. Et ce que je propose, c'est de plafonner à 70% toutes les prestations sociales, toutes, on les met dans le même pot commun. On les plafonne à 70% du SMIC pour s'assurer qu'il soit toujours plus payant de travailler que de vivre, justement. Ça, c'est le modèle de la société où le travail ne sera pas perdant comme il est aujourd'hui, où le travail sera gagnant. Ça n'est certainement pas la vision de la société qu'à la gauche, ni même le Rassemblement national, qui, eux, souhaitent une société de l'assistanat. Eh bien, non, pas nous. C'est une de nos grandes différences, mes amis. Et enfin, il y a une autre injustice que je veux réparer. Il y a un paradoxe. Jamais dans les sondages, les Français n'ont fait autant confiance aux entrepreneurs, aux entreprises. Et jamais les entrepreneurs, ceux qui créent de l'emploi, n'ont été aussi maltraités en France. Jamais en France, ceux qui créent de l'emploi n'ont été autant matraqués fiscalement. Jamais, finalement, ceux qui prennent des risques n'ont autant été fliqués, autant été poursuivis par une bureaucratie qui n'en prend jamais, elle, de risque. Eh
Bien, mes amis, notre conception justement d'économie, c'est que l'entreprise, ça n'est pas une vache à lait. Celles et ceux qui entreprennent, qu'ils soient chefs d'entreprise, commerçants, artisans, agriculteurs ou indépendants, ils prennent des risques, souvent sur leur patrimoine. Eh bien, eux méritent considération. Ils ne sont pas justement des délinquants en puissance. Je veux finalement leur donner et faire souffler sur eux un grand vent de liberté, un grand vent qui suscitera la conscience. Liberté en redonnant 40 milliards d'euros de prélèvements obligatoires pour combler un peu l'écart de compétitivité qui nous sépare des entreprises européennes. Sinon, ce sera le chômage de masse, sinon ce sera l'appauvrissement collectif et on y est déjà. Je veux aussi faire en sorte qu'on puisse prendre une tronçonneuse là pour qu'on puisse couper dans les normes. Les normes françaises qui nous coûtent 20 fois plus, vous vous rendez compte, que les normes allemandes. Pas qu'en Chine, pas qu'ailleurs. On se compare simplement à l'Allemagne, notre grand voisin européen. Ce que je propose, c'est, dans la Constitution française, d'enlever le principe de précaution. Ce sera le principe de responsabilité qui guidera la société française. Dès lors, mes amis, dès lors que dans une entreprise, dans une branche, les salariés et les chefs d'entreprise trouveront des accords, alors ils pourront déroger au code du travail, à condition d'avoir en tête et de respecter certains grands principes. Et c'est comme cela qu'on ne simplifiera pas, mais qu'on dérégulera pour qu'on puisse faire souffler ce vent de confiance et de liberté sur toute la société française. Et puis, je voudrais terminer par cette troisième condition pour remettre la France à l'endroit. Remettre la France à l'endroit, mes amis, c'est remettre la France en premier, dans un monde totalement bouleversé. J'aurai l'occasion de revenir très longuement sur la politique internationale telle que je souhaite la mener une fois président de la République, mon projet européen, parce qu'on ne peut pas faire ce constat d'un monde de plus en plus menaçant, d'une mondialisation qui se fragmente sur des plaques tectoniques, sur des plaques continentales très idéologisées, et ne pas penser que la meilleure réponse est une réponse européenne, bien sûr. Mais le monde dans lequel nous sommes désormais déjà n'a plus rien à voir avec le monde il y a quelques années. Il y a des prédateurs, il y a des proies. Et je suis allé en Pologne, en Ukraine, demain, après-demain, lundi, je serai en Espagne pour encourager notre ami, qui j'espère succédera à M. Sanchez dans quelques mois, vraiment, et qui sera président du Conseil. Mais ce que je veux vous dire là, c'est qu'aujourd'hui, il y a un énorme paradoxe aussi. Jamais le monde a été aussi menaçant. Et pour autant, jamais la France n'a été dans une telle situation de fragilité. Avoir une vision en matière de politique étrangère, de politique internationale, c'est de revenir à ce qui a fait les fondamentaux du gaullisme. Parce que oui, nous sommes dans un moment gaullien, je l'ai écrit il y a plusieurs mois, nous sommes dans un moment gaullien. Et la politique internationale, c'est comme la politique intérieure. Le général de Gaulle nous a appris à ne pas distinguer. Politique intérieure, politique extérieure, c'est exactement la même chose. Parce que quand vous êtes faible chez soi, quand vous ne tenez plus vos comptes, vous ne tenez plus la rue, quand tout vous échappe, comment voulez-vous que votre voix puisse peser en Europe, qu'elle puisse peser dans le monde? Un président de la République qui ne tient pas une ligne ne peut pas tenir une vision, ne peut pas être crédible. Un pays qui ne tient pas ses comptes, cher Jean-François, est un pays qui ne peut pas tenir non plus son rang. C'est notre leçon. Et cette vision que je développerai, elle est toute simple. Si nous ne voulons pas demain subir les désordres du monde, il va falloir remettre de l'ordre chez nous, dans nos affaires. La politique étrangère française, elle ne commence pas à Washington, à Pékin, ou même je ne sais où. Elle commence ici, dans nos rues, dans nos comptes, dans nos écoles. C'est la conviction. Pour autant, mes amis, chers compagnons, les grandes batailles de ce siècle se sont déjà engagées. Ceux qui nous avaient promis la fin de l'histoire en sont pour leur compte, c'était une illusion. Le monde n'est pas gouverné ni par le doux commerce, ni par le droit. Il est désormais gouverné par les intérêts brutaux.
par les rapports de force archaïques. Dans ces grandes batailles, la bataille qui sera sans doute la mère de toutes les batailles, ce sera celle de l'intelligence artificielle, parce que c'est beaucoup plus qu'une infrastructure essentielle. Ce sera demain l'architecture de la connaissance, et donc l'architecture d'une civilisation. C'est une bataille pour le progrès, pour que demain on puisse être mieux soigné, pour que des vies soient épargnées, pour que demain on puisse mieux travailler, mieux s'informer, se divertir. Mais vous voyez, il y a autant d'opportunités que de menaces. Ce monde-là, je vous prie de me croire, il n'est pas fait pour les bisounours. Il n'est pas fait pour celles et ceux qui sont les maniaques de la norme. Avant de réglementer, avant de réguler, d'imposer des contraintes, il faut innover. Il faut que l'Europe, et l'Europe devra le faire, change de pied pour encourager nos start-up, nos licornes, chez nous Mistral, parce que nous avons, et notamment nous en France, nous avons cette chance que parmi les 27 pays européens, nous sommes sans doute les meilleurs. Mais il faudra que l'Europe ait sa propre stratégie. Et ça n'est pas fait, ce monde qui vient, cette bataille de l'intelligence artificielle, elle n'est pas faite non plus pour ceux qui ont pensé un seul instant que le monde était un monde paisible. C'est une bataille pour notre indépendance. C'est la bataille rudimentaire pour la souveraineté. Ça n'est pas celle de l'atome. L'atome, c'était un moyen, un levier pour la souveraineté. Demain, l'intelligence artificielle, ce sera la souveraineté elle-même. Parce que derrière les plateformes, vous avez des empires privés, qui ont des logiques géopolitiques, impérialistes, et qui sont liés à des pouvoirs étatiques. Derrière des logiciels, vous avez des intérêts puissants, des rapports de force, ils ne nous veulent pas du bien. Bref, derrière la technique, la technologie, il y a la politique, l'éternelle politique. Si nous voulons demain préserver notre souveraineté, notre indépendance, il nous faudra investir massivement. La France et l'Europe et nos partenaires. Investir massivement pour préserver précisément nos moyens de stockage, la préservation de nos données, pour doubler les ingénieurs, notamment les ingénieurs spécialisés dans l'intelligence artificielle, pour lancer des programmes de retour au pays. Parce que tant de nos talents français, déçus par la France, ont quitté l'Hexagone, sont partis à l'extérieur. Ils doivent revenir. Déjà un premier mouvement a été commencé. Voilà la vision que nous avons. Et cette bataille n'est pas seulement une bataille pour la souveraineté et la liberté, pour l'économie et la puissance. C'est une bataille 1000 fois plus importante. Cher Michel, tu as parlé ce matin en rappelant un des grands combats du général de Gaulle, le combat pour l'homme. L'intelligence artificielle, c'est aussi le combat pour la dignité humaine, mes amis. Il y a une phrase que j'ai soulignée en lisant l'encyclique du pape Léon XIV, je la cite mot à mot, elle est très belle, elle est très juste. Chaque génération reçoit en héritage la tâche de façonner son époque. Mes amis, chers compagnons, quelle époque voulons-nous façonner pour nos enfants, nos petits-enfants? Quel monde demain voulons-nous? Un monde de rouages métalliques, mécaniques, un monde de robots ou un monde encore humain? Que voulons-nous? Les rêves de post-humanisme, de transhumanisme, vous savez, ces rêves des géants, des milliardaires de la tech, de Palo Alto, ceux qui voudraient tellement hybrider l'homme et la machine, parce qu'ils pensent sans doute que l'algorithme d'Homo sapiens est déjà obsolète. Mais en réalité, ce qu'ils nous promettent, le rêve est un cauchemar. C'est la machine, c'est l'homme comme une machine. Ce que nous voulons, nous, c'est préserver, conserver ce qui fait l'essentiel de notre humanité, avec toute sa richesse, mais aussi toute sa fragilité, mes amis. C'est là le combat aussi de l'intelligence artificielle, pour que demain, il puisse y avoir une sorte de proportion entre l'hyperpuissance des moyens, mais en conservant aussi dans nos esprits et dans notre éthique, justement, la finalité ultime. Ce sont des opportunités, des menaces, elle peut nous servir et elle peut nous asservir. Mais justement, cette bataille-là, on appelle une autre fondamentale,
absolument fondamentale, celle de l'école, celle de l'éducation en général. Parce que, à quoi servirait-il que les algorithmes progressent si nos capacités, si notre niveau régresse? Nous aurions des générations qui ne seraient pas des générations augmentées, mais qui seraient des générations diminuées. Voilà pourquoi la bataille de l'école, c'est la mère de toutes les batailles, mes amis. Voilà pourquoi François Xavier, Cheikh Anta et d'autres, voilà pourquoi si nous voulons refaire l'école française, l'école républicaine, il faudra d'abord refaire des maîtres d'école, des professeurs. Je veux leur dire aujourd'hui mon admiration. Jamais être enseignant aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi difficile avec la concurrence des écrans, avec des familles souvent qui malheureusement capitulent. Refaire des enseignants, ça voudra dire les former différemment, dans des écoles normales, bien entendu, qui leur seront dédiées, notamment avec une formation par alternance. Ça voudra dire aussi revenir, se recentrer sur le métier d'enseignant et ne pas leur demander ce qu'ils ne peuvent pas faire. Tant de causes où on leur demande de sensibiliser leurs élèves, du tri des déchets, justement à la lutte contre les discriminations. Revenons à l'essentiel, le métier d'enseignant. Les confondre. C'est la raison pour laquelle nous reviendrons à ces fondamentaux. Et puis, je voudrais, cet après-midi, m'adresser à tous ces jeunes Français, ces jeunes Françaises aussi, qui se sont souvent sentis exclus du système scolaire éducatif français. À tous celles et tous ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec l'enseignement abstrait et qui se sentent tellement plus à l'aise dans les enseignements concrets parce qu'ils ont cette intelligence de la main. Je voudrais leur dire ceci, fermement, paisiblement, tranquillement. Jamais, ne vous laissez jamais dévaloriser. Votre talent est un immense talent. Croyez en vous et votre talent. La France a besoin. Nous ferons de cet enseignement une grande filière de la réussite républicaine française. Demain, je veux que quel que soit le talent d'un enfant, quelle que soit son origine, quelle que soit la condition de ses parents, je veux leur donner un maximum de chance pour qu'ils puissent réussir. Ce que nous voulons ensemble, c'est une école républicaine, méritocratique. Le mérite et l'effort seront désormais au premier plan. Mais je voudrais, parce qu'une élection présidentielle, ça n'est pas seulement un projet, une vision, c'est aussi essayer de donner à voir quelles sont vos tripes. Ce que je voudrais d'abord vous dire, c'est qu'évidemment, dans cette élection présidentielle, chaque candidat va vouloir se poser en homme ou en femme d'État, c'est naturel, avec les convictions qui les habitent, avec les sentiments qui les animent. Je voudrais vous dire un peu de ce que sont non seulement ces convictions, mais ces sentiments qui sont mon ressort et qui me poussent en avant. Le sentiment qui m'habite, c'est le sentiment de gratitude. C'est un sentiment en politique paradoxal, parce que les hommes et les femmes politiques aiment tellement affirmer qu'ils se sont faits tout seuls, absolument tout seuls. Bien, la vie m'a appris, pour ce qui me concerne, qu'on ne se fait jamais tout seul. Ce sont les autres qui nous font. Les autres, ce sont les miens, ce sont ma famille, c'est vous, ceux auprès desquels j'ai grandi dans ma communauté vendéenne. Je n'ai pas grandi
dans les belles avenues des grands quartiers. Je n'ai pas grandi non plus dans les longues barres d'immeubles des grandes cités. Je suis un enfant de la ruralité, je suis un enfant de la province, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas jacobin, je suis au contraire girondin et je ferai en sorte que Paris ne décide pas de tout et qu'au contraire nous ayons cette vision plus moderne de l'ensemble de cette France communale que j'aime tellement. Et voyez, parce que je suis un enfant de la ruralité, pour moi cette ruralité, ça n'est pas seulement un décor de lancement de campagne. Pour moi cette ruralité, c'est le paysage de toute une vie. D'une vie qui a forgé en moi des convictions. C'est auprès de mes amis entrepreneurs vendéens, c'est eux qui m'ont fait comprendre, ils sont souvent partis de rien du tout. Et avec des salariés exceptionnels, exceptionnels. Ils ont bâti des fleurons qui rayonnent désormais en France, en Europe, parfois même dans le monde. Ce sont eux qui m'ont appris que l'audace, l'initiative, le travail valent tellement mieux que la subvention. J'ai grandi auprès de mes voisins, auprès d'agriculteurs, de chasseurs, de ruraux, qui m'ont appris à admirer, à contempler la nature, à chaque saison, calmement, en la méditant. J'ai appris à admirer ces paysages. Je sais pourquoi il faut les conserver. Je suis attaché à l'écologie. Pour moi, l'écologie, ce n'est pas cette idéologie gauchiste qui avance simplement pour déconstruire notre société. Pour moi, l'écologie est d'abord une écologie humaine parce qu'elle croit en la science, elle croit dans le génie humain, mais c'est surtout parce que mes expériences sur ce plan-là sont venues du drame humain. C'est parce que j'ai connu la marée noire de l'Erika, il y a plus de 25 ans, que j'ai fait rentrer dans notre code civil le principe écologique, le droit de la réparation. C'est pas un écologiste qui l'a fait, je l'ai fait. C'est aussi parce que, avec Cynthia, je sais ce que peut faire advenir cette rencontre entre le réchauffement climatique, une mer qui grossit, et un urbanisme totalement débridé. Je l'ai appris par l'expérience. L'écologie, elle est importante. Il y a une écologie de droite. Et nous ferons cette écologie-là, qui sera une écologie du bon sens, qui ne punira pas, qui ne dénoncera pas, qui n'interdira pas. Et vous verrez, nous aurons tellement plus de l'avenir. Mes amis, c'est aussi près de ces associations, près des bénévoles de ma commune, de mon département. Ce sont eux qui m'ont inculqué le sens de la gratuité, le goût d'effort, le goût des autres, mais aussi le don de soi. Il ne peut pas y avoir de société sans ce goût des autres, sans ce don de soi. Le premier engagement, qui est le mien, a été, comme tant d'autres élus français, un engagement associatif. Parce que depuis tout le temps, j'ai eu ce sentiment justement d'avoir une dette à rendre à notre communauté, une dette à rendre au pays et aux Français. C'est le sentiment qui m'habite, c'est le ressort, qui est mon ressort intime. Mes amis, mes chers compagnons, je ne prétendrai pas jamais à être Jupiter. Je pense qu'aujourd'hui, et plus encore demain, la France n'a pas besoin de surhommes. Elle a besoin d'hommes sûrs et de femmes. Et je ne prétendrai jamais, au grand jamais non plus, être Robespierre. Robespierre qui est pour moi non pas un héros, mais qui est pour moi un bourreau. Bien sûr, renverser la table. Renverser la table, oui, il le faudra, mais pas faire la table rase. Parce que ça, c'est le summum de l'ingratitude.
Ça, c'est cette folle idéologie que poussent les idéologues de LFI. C'est ça la définition de leur nouvelle France. Alors moi, je dirais, je vous dis cet après-midi, et je le dis aux Français, ce qu'est la nouvelle France. Leur nouvelle France à eux, c'est un nouveau sectarisme. C'est une violence, une justification acceptée de la violence, la brutalisation, non seulement du débat public, mais la violence, y compris quand d'autres, notamment une milice, lynche un jeune à Lyon. Voilà le lynchage, voilà la justification de la violence, voilà le nouveau sectarisme. Cette nouvelle France, c'est un nouvel antisémitisme qui s'abreuve aux sources de l'islamo-gauchisme. Ils ont applaudi bruyamment le Hamas. Et ils rigolent la gorge déployée des blagues douteuses de Jean-Luc Mélenchon quand celui-ci raille les noms à consonance juive. C'est intolérable. C'est cette nouvelle France. La nouvelle France, c'est aussi la France d'un nouveau racialisme. Ils sont en train de tout racialiser, de racialiser tous les débats. Tout doit passer au tamis de la couleur de la peau. Ça n'est pas la République. On est français, mon cher Walem. Arrêtez de la couleur de la peau. On va arrêter de la République. On est fixé par le cœur. C'est ça le modèle républicain. C'est ça aussi notre laïcité. Alors mes amis, mes chers compagnons, nous allons tous ensemble adresser un message aux insoumis. Ils ne gagneront pas cette présidentielle. Ils n'y arriveront pas. Parce que les Françaises et les Français ne veulent pas cette nouvelle France. Ils savent, les Françaises et les Français. Ils savent que cette nouvelle France, ce serait tout simplement la fin de la France. Et ce que nous voulons, nous, c'est la France, tout simplement. La France, ça n'est pas la nouvelle France et l'ancienne France. La France, ça n'est pas la France des Blancs d'un côté et de l'autre, la France des racisés. La France, ça n'est pas la France des riches d'un côté, la France des pauvres de l'autre. La France, c'est celle que nous aimons. La France, c'est celle que nous portons, c'est la République française. C'est cette alchimie improbable. C'est cette alchimie improbable qui, d'âge en âge, de génération en génération, de siècle en siècle, est parvenue à réaliser un mariage incroyable entre ce qu'il y a de plus particulier, de plus singulier dans chaque être humain et de plus universel dans tous les êtres humains. Voilà la France que nous voulons, voilà la France que nous aimons. C'est cette France-là, c'est cette France-là que nous voulons bien sûr, c'est cette France-là que nous aimons, c'est cette France-là que nous allons remettre à l'endroit, c'est cette France-là que nous allons remettre au cœur de chaque Français. Une France qui arrêtera de s'humilier, de s'auto-flageller, qui sera fière de ce qu'elle est, de son histoire, de son avenir. Voilà la France que je souhaite que nous portions ensemble. Et au moment, justement, de terminer mon intervention, je voudrais m'adresser à chacune et à chacun d'entre vous. Bien sûr, cette présidentielle, c'est mon affaire. Croyez-moi, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout et je mettrai... Mais seul, je n'y arriverai pas. Personne ne peut y arriver seul. Personne, vous m'entendez bien? J'ai commencé tout à l'heure mon discours en dramatisant. Je pense que cette élection présidentielle est la plus importante depuis un demi-siècle. Je pense que cette élection présidentielle, c'est l'élection, oui, c'est l'élection de la dernière chance. Elle vous concerne chacun d'entre vous. Vous avez peut-être des enfants, des petits-enfants. Vous voulez demain les regarder dans les yeux? Vous avez sans doute des grands-parents, des parents. Au moment où je vous parle, je voudrais que vous convoquiez ces images
de vos aïeux dans votre mémoire. Souvenez-vous de ce qu'ils ont fait pour nous, pour vous. Ils nous ont donné une France, ils ont bâti la France à la sueur de leur front et parfois même au prix de leur sang. Eh bien, si vous voulez être digne d'eux, il va falloir vous engager. Personne ne pourra rester à l'écart, se planquer. Il faudra être là, monter en première ligne. Je compte sur vous, les amis. Nous allons gagner. Ensemble, nous allons gagner. Nous pouvons et nous allons le faire. C'est ce que les Français et les Français attendent de nous pour la République que nous servons et pour la France que nous aimons. Merci, mes amis. À LFI et nous ne sifflons pas la Marseillaise.